Donc, euh, vous avez commencé à travailler un petit peu sur la guerre froide là au précédent cours. On va reprendre un tout petit peu parce que je pense que c'est important de bien comprendre. Donc déjà, thème 2, le monde depuis 1945, chapitre 2, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Pourquoi on parle vraiment d'un monde bipolaire au temps de la guerre froide? Bipolaire parce que deux pôles différents, l'un dominé par l'URSS, l'autre par les États-Unis. Donc, si on reprend un petit peu plus en détail, hein, finalement, lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? On a un certain nombre d'États qui sont libérés, enfin, entre guillemets, libérés par l'Union soviétique, hein. C'est le cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie par exemple. Et vous voyez que finalement, ce sont des gains territoriaux très importants de l'URSS et que la progression finalement de l'URSS est très importante en Europe de l'Est. Et elle va mettre en place un certain nombre d'États qui vont devenir des États communistes, des États soviétiques et quasiment sous contrôle total de l'Union soviétique. Même l'Allemagne, et on y reviendra un petit peu plus tard, est finalement dans cette situation d'être en partie sous domination soviétique, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc on a vraiment cette situation un petit peu particulière de l'Europe, hein, et donc comme le disait Winston Churchill, on est vraiment face à quelque chose d'assez difficile, pardon, je me suis trompé dans les manipulations. Voilà, on a vraiment une Europe qui est divisée en deux blocs. Alors là, on est en 1955, hein, donc c'est un tout petit peu plus tardif que ce qu'on évoquait, mais c'est bien que vous ayez déjà ça en tête, hein, finalement, cette fameuse frontière, ce rideau de fer parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le bloc de l'Ouest, dans le bloc de l'Est, pardon, dans le bloc de l'Est, dans les États qui sont dominés par l'Union soviétique. On est vraiment dans une situation où on ne sait quasiment plus rien. Voilà. Et de l'autre, les pays qui sont globalement affiliés aux États-Unis. Vous voyez que quelques États échappent quand même à cela, hein. C'est le cas notamment de la Suisse et de l'Autriche, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc avant de poursuivre, c'est bien qu'on corrige ensemble finalement cette petite fiche d'activité que je vous avais donnée. Voilà. Euh, Donc ici, on avait donc le texte de Churchill, hein, prononcé en 1946. Donc vous voyez que ça va très très vite, hein, la rupture entre les États-Unis et l'Union soviétique, parce qu'il évoque clairement dans ce texte euh, le fait que l'Union soviétique n'a pas libéré les pays de l'Europe de l'Est, mais leur a imposé finalement quelque chose d'extrêmement dur et un gouvernement communiste et soviétique. Voilà. La domination de l'URSS, elle vient évidemment donc de la Seconde Guerre mondiale et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et ces États vont subir évidemment la pression de l'Union soviétique, la domination de l'État soviétique. Vous voyez, hein, dans le texte, finalement, il nous le dit, hein, les communistes qui étaient très faibles dans tous ces pays de l'Est européen ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement à leur importance numérique. Donc ce qu'il estime par là, c'est que les communistes étaient très peu nombreux finalement dans ces États-là et qu'ils vont pour autant avoir un pouvoir extrêmement fort. Voilà. Et il parle même d'un contrôle totalitaire. Donc revoyez ce qu'est un État totalitaire, on l'a vu ensemble, et c'est quand même important d'avoir cette notion-là en tête. Voilà. Ça, c'est le premier point, le rideau de fer que Churchill met en place. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi ce qu'est la doctrine Truman et la doctrine Idanov. Voilà. Parce que ça, c'est très important. Dans ces deux textes, vous avez pu noter finalement qu'on a un bloc idéologique très fort et chacun, que ce soit Truman ou Idanov, tente de montrer que l'adversaire et le méchant. Si vous me permettez ça, c'est vraiment l'idée. Il y aurait un camp des gentils et un camp des méchants. Donc évidemment, pour les Américains, le camp des gentils, c'est le leur, hein, les défenseurs de la démocratie, les défenseurs de la liberté individuelle, des élections libres. Et ils présentent finalement le modèle soviétique comme quelque chose d'abominable, où finalement, ils mettraient en place des États totalitaires avec des radios contrôlées, avec une oppression, avec une terreur de masse, chose qu'on a déjà pu voir, hein, donc, quand on a fait le chapitre sur l'Union soviétique. Ça, c'est Truman. Et Truman, il a une idée en tête, c'est ce qu'on appelle la doctrine du containment ou la doctrine de l'endiguement, c'est d'éviter la propagation du régime communiste. Donc, pour ça, ce qu'il veut mettre en place, c'est des aides, c'est un soutien de la part des États-Unis aux États, notamment aux États frontières avec l'Union soviétique,
que ça soit en Europe, que ça soit finalement aussi en Asie, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour ça, il mettra en place ce qu'on verra tout à l'heure, ce qui est le plan Marshall. Idanov, lui, donc c'est un théoricien soviétique, il est chargé par Staline de la propagande, et il réagit finalement très vite à la politique de Truman, et il présente les États-Unis comme finalement un camp impérialiste, donc qui voudrait vraiment asseoir leur domination finalement sur un certain nombre d'États. Ils évoquent évidemment le soutien à la France, à l'Angleterre, et donc aux États possesseurs de colonies. Et ça, pour l'Union soviétique, c'est très important. Euh, ils évoquent cette domination du parti colonial, alors qu'eux l'apparaissent comme des grands libérateurs, finalement, euh, face au capitalisme et face au fascisme, donc au fascisme italien et quelque part le nazisme allemand aussi. Voilà. Et Idanov le dit très clairement à la fin du texte, hein, les partis communistes ont un rôle historique, ils doivent prendre la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. Donc on a vraiment cette bipolarisation autour de deux idéologies, une qui n'en est pas vraiment une, mais qui tourne autour de la démocratie et de la liberté, et l'autre qui tournerait plutôt finalement face à l'idéologie soviétique. Voilà. Donc Truman, il aide à la mise en place de ce qu'on appelle le plan Marshall. Le plan Marshall, il vise à la reconstruction de l'Europe. L'Europe est dévastée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est très important de le comprendre, l'Europe elle est totalement dévastée et elle a besoin de se reconstruire. Voilà. D'où finalement le fonctionnement de ce petit schéma que je vous ai remis, hein. Les États-Unis aident financièrement et économiquement l'Europe. L'Europe, donc dans le cadre de l'OSCE, donc l'Organisation économique européenne, peut reconstruire son économie et éviter la diffusion des idées communistes. Mais ils ne le font pas simplement pour ça, hein. Les États-Unis ont une capacité de production qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est intacte. Ils ont donc besoin de vendre leurs produits, et ça c'est très important à comprendre. Ils ont besoin de vendre leurs produits. Et donc pour ça, ils ont besoin que l'Europe puisse acheter leurs produits et faire fonctionner leur économie. Voilà. On a vraiment cette idée-là. Bon, vous voyez que malgré tout, les États-Unis ont quand même donné un certain nombre de dons, hein, 42 milliards de dollars entre 1946 et 1964. Donc on est quand même sur des choses très importantes et donc une aide économique qui équivaut à 63 milliards de dollars. Voilà. Les principaux bénéficiaires de cette aide, c'est évidemment la France, le Royaume-Uni et ce qu'on appelle les pays du Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas pour Netherlands et Luxembourg. Voilà, ça c'est très très important à avoir en tête. Alors ensuite, finalement, si on corrige un petit peu ce texte à trop, je vais le mettre en plus gros, ça sera plus lisible peut-être pour vous. Donc, remplissez le texte à trous suivant, aidez-vous du vocabulaire et des pages 116 et 117. Ça, c'est très important. Vous devez absolument maîtriser le vocabulaire. C'est hyper important. Voilà, tous ces mots de vocabulaire, vous devez les connaître. Voilà. Alors, si je reviens. Après les défaites de l'Axe en 1945, les anciens alliés vont peu à peu rentrer dans une logique de conflit qui durera de 1945 à 1991. Cette période est nommée la guerre froide. Elle correspond à un affrontement indirect entre les États-Unis et l'URSS. En 1946, Winston Churchill prononce un discours aux États-Unis dans lequel il évoque la division du monde après la Seconde Guerre mondiale. Il utilise l'expression rideau de fer. Ainsi, il marque le contrôle des soviétiques sur les pays de l'Europe de l'Est et l'absence de liberté que subissent les populations de ces États. Cette expression marque le début de la guerre froide. Durant cette période historique, ce sont deux modèles idéologiques qui vont s'affronter. L'un de ces modèles idéologiques sera théorisé dans la doctrine Truman, l'autre dans la doctrine Idanov. Les deux doctrines prétendent se battre pour la démocratie et contre l'impérialisme de l'autre camp. Lors de la guerre froide, ce sont aussi deux modèles économiques qui s'affrontent. Le modèle américain est fondé sur la propriété privée, le modèle capitaliste, pardon, le modèle capitaliste est fondé sur la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit. Aux États-Unis, il s'accompagne du libéralisme qui vise à la liberté de posséder, de vendre et d'entreprendre. Il s'oppose donc au communisme qui vise à la propriété collective des moyens de production. L'État intervient en économie et limite considérablement la liberté d'entreprendre. Voilà.
À la suite de la guerre, certains États sont à reconstruire. Les États-Unis proposent une aide financière dans le cadre du plan Marshall. L'URSS voit en cela un moyen de conforter l'impérialisme américain, c'est-à-dire que cette aide financière serait un moyen de mettre les autres États sous la dépendance des États-Unis. Les États-Unis, et notamment le président Truman, y voient surtout un moyen de contenir le communisme, c'est la doctrine du containment. L'URSS met de son côté en place plusieurs structures militaires et économiques, comme le KEM, qui intègre les économies des pays de l'Est dans un organe dominé par l'URSS, ou encore le pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire qui est l'équivalent soviétique de l'OTAN. La situation entre les deux grands se tend donc dès la fin des années 40. Ils sont tous les deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Leur opposition va paralyser cette organisation de 1947 à 1991. Voilà un petit peu la correction donc de cette première partie de cours, hein. Vraiment, si je dois synthétiser, au départ, les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, rupture de cette alliance dès 1945, tension très importante entre l'URSS et les États-Unis, et bipolarisation du monde autour de deux blocs, voilà, dominés chacune par une idéologie, du moins par un modèle de pensée très important. Voilà. Donc commençons ensemble le grand 2, hein, l'Allemagne et Berlin, un enjeu de la guerre froide au cœur de l'Europe. Grand A, l'Allemagne et Berlin dans la guerre froide de 1945 à 1961. L'objectif de cette partie, c'est vraiment de prendre l'Allemagne comme un révélateur des différents moments, périodes de la guerre froide. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de comprendre la guerre froide par le cas, par l'étude de cas de l'Allemagne et de Berlin. Donc dès 1943, finalement, alors que la Seconde Guerre mondiale est encore finalement en jeu, on commence à réfléchir au sort de l'Allemagne. Que va-t-on faire de l'Allemagne? On sait, les Alliés sont persuadés qu'ils vont gagner. Que faire de l'Allemagne une fois que finalement la Seconde Guerre mondiale sera terminée? Lors de la conférence de Potsdam et lors de la conférence de Yalta, donc entre 1943 et 1945, les Alliés vont réfléchir finalement au devenir de l'Allemagne. En 1945, et vous le voyez finalement ici à l'écran, hein, si je prends la petite chronologie, 1945, partage de l'Allemagne et de Berlin en 4 zones d'occupation. Donc l'Allemagne est divisée en 4. Une zone de l'Union soviétique, une zone anglaise, une zone contrôlée par les États-Unis et une frontière aussi avec la France, une zone qui appartient aussi à la France. Berlin est situé donc dans la zone soviétique. Et pour autant, Berlin, la ville de Berlin, est elle aussi divisée en 4. Donc l'ancienne capitale de l'Allemagne, finalement, va être divisée en 4 zones, hein. Une zone soviétique, ce qu'on va appeler Berlin-Est, une zone française, une zone anglaise et une zone américaine. Voilà. Et ça, c'est très très important finalement de le comprendre pour arriver à saisir finalement que Berlin va être un enjeu. Parce qu'on a donc 3 zones qui vont s'affilier au bloc capitaliste, au bloc mené par les États-Unis, alors même qu'ils sont dans la sphère d'influence de l'Union soviétique. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. On est en 1945. L'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. Et c'est quand même très très important d'avoir ça en tête. Ça va amener énormément de changements finalement euh, dans les relations internationales entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais même vis-à-vis finalement de l'Allemagne elle-même, qui n'a plus vraiment de gouvernement autonome, qui n'est plus réellement un État au sens strict du terme, hein. Voilà. Ça va donc représenter un élément important des tensions entre les deux camps et va suivre l'évolution des relations internationales. Voilà. Les premières tensions en Allemagne apparaissent lorsque Staline décide le blocus de Berlin en juin 1948. Voilà. Pourquoi un blocus en 1948? Eh bien tout simplement parce que finalement, les Anglais, les Américains, les Français ont décidé de fusionner leurs zones. Voilà. C'est-à-dire vraiment que les 3 zones ici formeraient un seul et même bloc. Voilà. Pour faciliter finalement euh, la lutte contre le modèle soviétique, clairement.
Et donc, si je lis le texte de Konrad Adenauer, chancelier de la RFA, donc de la République fédérale d'Allemagne, de 1949 à 1963, la République fédérale d'Allemagne, ça sera le nom que va prendre l'Allemagne de l'Ouest après la fusion des trois zones, mais ça j'y reviens un tout petit peu plus tard. Konrad Adenauer, donc chancelier, donc homme politique allemand, c'est très important d'avoir ça en tête, nous dit: à la fin du mois de mars 1948, les soviétiques se mirent à couper les lignes de communication terrestre vers Berlin-Ouest, les unes après les autres. Leur but était évident: forcer les Occidentaux à se retirer et faire passer toute la ville sous leur autorité. Donc clairement, Staline, ce qu'il fait, c'est couper toutes les communications de Berlin-Ouest, et comme Berlin-Ouest est situé ici, c'est encercler complètement Berlin-Ouest et empêcher finalement les Français, les Américains, les Anglais de pouvoir communiquer facilement, de communiquer tout court presque d'ailleurs, avec cette zone. Reprenons le texte d'Adenauer, on en était là. Les alliés occidentaux répondirent à ce défi par l'établissement d'un pont aérien. C'est le 25 juin 1948 que commença cette entreprise, la plus grandiose dans l'histoire de l'aviation moderne et qui sauvegarda la liberté des populations de Berlin-Ouest. Entre le 25 juin et le mois de mai 1949, donc juin 48, mai 49, on est bien d'accord, 25 juin 48 et mois de mai 49, 1,5 million environ de tonnes de marchandises les plus diverses, vivres, charbon, matières premières et médicaments, arrivèrent ainsi par air. En réalité, près de 2,3 millions de tonnes, vous précise ici l'article. Donc c'est-à-dire que qu'ont fait les Anglais, les Français et les Américains? Eh bien, ils ont demandé à des avions, finalement, de ravitailler Berlin-Ouest. Dans la nuit du 12 mai 1949, les Russes levèrent le blocus. Leur but, briser la résistance des habitants et contraindre les puissances occidentales à abandonner la place, n'avait pas été atteint. Berlin demeurait le bastion de l'Occident. Alors vous allez me dire, oui mais Staline, il aurait pu faire simple, il aurait pu tirer sur les avions, et puis comme ça aurait été réglé. Mais Staline n'est pas suffisamment finalement fou, quelque part, pour craindre une guerre ouverte. Il sait très bien que s'il y a une guerre ouverte entre les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Union soviétique, ça va causer des millions de morts. Et n'oubliez pas une chose, les Américains disposent de la bombe nucléaire. Pour l'instant, Staline, non. Staline a donc une crainte aussi, c'est que les Américains utilisent cette arme atomique contre eux et les obligent quelque part à un affrontement sur lequel ils ne pourraient pas résister. Voilà pourquoi finalement le blocus de Berlin n'aura servi à rien. Staline a tenté un coup de force pour récupérer Berlin-Ouest, ça a été un échec puisque de juin 48 à mai 49, on a pu soutenir ce fameux blocus. Les Occidentaux ont pu soutenir ce blocus. Mais vous voyez, on est face à un moment de tension. C'est une des premières fois où Staline joue finalement euh, un jeu très dur vis-à-vis de l'Occident, un jeu très dur vis-à-vis des États-Unis. C'est je veux vous faire plier et je vais essayer d'utiliser tous les moyens possibles. Et de l'autre côté, les États-Unis envoient le message à Staline, on ne lâchera rien, et notamment on ne lâchera pas Berlin. Ensuite, va se créer finalement deux étapes, puisqu'à la suite du blocus de Berlin, dès 1949, on assiste à la création de ce qu'on appelle d'un côté la RFA, la République fédérale d'Allemagne, donc côté bloc de l'Ouest, et la RDA, République démocratique d'Allemagne, qui elle est un État contrôlé par l'Union soviétique. On a donc l'Allemagne séparée en deux États indépendants. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que ces États ne sont pas reconnus par tous les autres États. Je prends un exemple, l'URSS ne reconnaît pas la RFA comme État légitime, les États-Unis ne reconnaissent pas la RDA comme État légitime. Voilà, on a chacun des deux États est allié à l'un des deux blocs. La RFA est alliée au bloc de l'Ouest, la RDA est alliée au bloc de l'Est. Voilà. Premier point donc très important, premier coup de force de Staline, le blocus de Berlin, qui finalement amène quand même à la partition de l'Allemagne. Vous imaginez un État qui au départ était souverain, à cause de la guerre froide et à cause du jeu d'influence entre les deux grands, va se voir séparé en deux États. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va durer quand même très longtemps, puisque 1949, création de deux États, et il faudra attendre 1990
pour que l'Allemagne se réunisse, voilà, et qu'on n'ait plus qu'une seule Allemagne. Donc un premier point chaud de la guerre froide, l'affrontement entre les deux grands va quelque part se déplacer ensuite vers ce qu'on appelle des régions plus périphériques, plus lointaines que l'Europe en elle-même. C'est notamment le cas en Corée, où une guerre éclate de 1950 à 1953. Voilà. Et là, on a une guerre finalement entre alliés des deux grands. Voilà. Alors, guerre entre alliés des deux grands, vous pouvez prendre la page 125 de votre manuel pour essayer d'un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Et je vais vous demander d'ailleurs de répondre aux questions 1, 2, 3 et 4 finalement de votre manuel. Ça vous le ferez un petit peu après, mais pour faire très simple. Donc 1950, été 1950, la Chine de Mao Tse-tung, Chine communiste, donc affiliée à l'URSS, mais ce n'est pas directement l'URSS, décide d'envahir la Corée du Sud. Enfin, décide d'envahir la Corée, pardon. Décide d'envahir la Corée. Et finalement, ils arrivent quasiment à totalement envahir cette Corée. Ce qui fait que les États-Unis vont décider de soutenir la Corée, notamment la Corée du Sud, et on va avoir donc une opération militaire des États-Unis contre la Chine communiste, et ce qui va permettre à l'automne 1950 de libérer une grande partie du territoire. Vous le voyez sur la carte, il y a une grande avancée finalement des Américains. Le problème, c'est qu'en 1953, puisque la guerre durera 3 ans et ça ne sera pas du tout réglé, en 1953, Mao Tse-tung relance une offensive et la Corée du Nord reprend quasiment la moitié du territoire et il faudra un armistice pour revenir à une situation quasiment identique qu'avant 1950 finalement entre les deux. Voilà, parce qu'avant 1950, la Corée du Nord était ce qu'on n'appelait pas encore la Corée du Nord, mais était dominée par les communistes et le Sud plutôt par les Américains. Donc vous voyez que 3 ans de guerre, 3 ans de conflit, un conflit quand même très meurtrier, pour finalement aboutir à un statu quo quasiment autour du 38e parallèle, où finalement les Corées sont encore séparées aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça qui est très important. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont séparées aujourd'hui et ça date des années 50 et de la guerre froide. Cette guerre de Corée, elle illustre les affrontements indirects entre États-Unis et URSS, puisque quelque part, c'est pas l'URSS qui attaque les États-Unis, c'est un allié de l'URSS qui attaque finalement un allié des États-Unis et les États-Unis décident d'intervenir. Voilà. Ça illustre un petit peu ces points de tension entre les deux grands. Revenons maintenant plus en Europe et plus même en Allemagne réellement, puisqu'après 1953, il y a une période de relatif calme, même si les affrontements sont en fait incessants, il serait impossible d'évoquer tous les États. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un affrontement idéologique et donc économique entre deux modèles, l'un capitaliste, l'autre communiste. Et à la fin des années 50, début des années 60, euh, clairement en Allemagne, et en Allemagne de l'Est évidemment, on commence à constater l'échec du modèle soviétique. Et en août 1961, les deux Allemagnes vont être secouées par une nouvelle crise importante, la création de ce qu'on va appeler le mur de Berlin. Donc ça se passe dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Vous avez le document 3 de la page 113 de votre manuel qui illustre bien ça. Mur de Berlin, donc mur entourant Berlin-Ouest, qui a été réalisé pour éviter la fuite des populations est-allemandes vers l'ouest. On est bien d'accord, hein, Berlin, si vous prenez la page 112 de votre manuel, Berlin est situé dans la zone soviétique, donc en RDA, en République démocratique d'Allemagne, mais il reste une partie de Berlin qu'on appelle Berlin-Ouest qui appartient à la RFA, à la République fédérale d'Allemagne. D'accord ? Et l'objectif, ça va être d'encercler Berlin-Ouest, non pas spécialement pour que les Berlinois de l'Ouest soient encerclés, mais bien pour empêcher les Berlinois de l'Est de rejoindre par Berlin-Ouest la RFA, donc la République fédérale d'Allemagne. Ce que craint Staline, ce que craignent les soviétiques, c'est la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Donc on a bien la crainte d'une fuite.
Et il faut le voir, hein, c'est 2 à 3 millions de personnes qui auraient fui le modèle communiste avant finalement la création du mur de Berlin. Et c'est pour ça que ce mur va être créé, mur infranchissable, garni nuit et jour. Et évidemment, cette crise de Berlin, elle va faire naître de nombreuses tensions et finalement réélever le niveau de tension entre les deux grands, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc vraiment, ce mur de Berlin, il va être le symbole de l'échec du modèle soviétique, puisqu'on a besoin d'enfermer les populations pour éviter qu'elles ne fuient. Ça c'est un exemple, hein, mais c'est sur toute la frontière finalement que vont s'imposer des contrôles et, et un mur infranchissable pour les populations. Voilà, on va en terminer là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un moment qu'on travaille ensemble. Prenez le temps de relire, de revoir la vidéo pour vous imprégner de tout ça. Prenez le temps de prendre des notes aussi parce que ça sera très très compliqué sinon pour vous finalement d'arriver à retenir toutes ces informations. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, faites bien les questions 1 à 4 donc sur la Corée qui sont dans votre manuel à la page 125 pour la prochaine séance. Moi, à la prochaine séance, je vous enverrai aussi une trace écrite, mais là, il faut vraiment que vous continuez à travailler. Je me suis dit que voilà, un petit contact audio, ça serait plutôt mieux pour vous aussi. Donc bon courage pour la suite en tout cas.